Bon, qu'est-ce que ça dit, ça? Il ne s'agit pas pour nous d'être dans la démesure ou l'exagération, il s'agit d'être en prise totale avec la réalité. Le réel, hein, le réel. Il invoque le réel. Donc il commence, on pourrait se dire, Olivier Matteux, c'est un mec d'extrême droite. Il invoque le réel. Qu'est-ce qu'on est en train de vivre encore là? Les mêmes qui ferment nos usines, qui nous font travailler dans des conditions pourries, qui nous expliquent que quand vous vous levez le matin, les uns et les autres, pour créer les richesses qui leur permettent de mener le train de vie qu'ils mènent, en réalité, vous leur coûtez de l'argent. Nous, leur... Là, il rappelle, mais c'est du marxisme, il rappelle l'inversion des valeurs. C'est-à-dire que les mecs qui disent, oui, on vous emploie, limite, les gars, ils disent qu'ils sont gentils, qu'on leur coûte de l'argent, alors que c'est nous qui leur rapportons aux travailleurs, quand même. Coûtons de l'argent. Ils arrivent à expliquer que les chômeurs, les précaires, ce sont des parasites et des profiteurs. Mais qui va se partager 80 milliards d'euros de dividendes qui sont ce que vous avez créé comme richesse l'année dernière? Est-ce que ce sont les chômeurs et les précaires? Est-ce que ce sont vous qui avez créé ces richesses-là? Ou la poignée de milliardaires qui se goinfrent depuis des décennies? Ce sont ceux-là, camarades, qui vont se gaver. Ce sont ceux-là. Si nous ne mettons pas le niveau, ce sont ceux-là qui vont se gaver. Moi, j'ai l'impression que là, ce gars-là, on y va un petit peu tous. On y va, on part de base, on y va pour une pétanque avec une bouteille de Ricard, on finit, on fait la révolution avec ce type-là. Et le moment dans lequel nous sommes doit nous permettre non seulement de leur imposer une défaite sur la question des retraites, mais y compris de poser en grand partout la question d'une autre répartition des richesses, tournée vers la satisfaction des besoins et vers la réponse aux besoins des travailleurs, de leurs familles et des populations. De chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins, la devise du communisme. Là, il ramène quelque chose et il passe à l'offensive, c'est-à-dire cette réforme des retraites, c'est bien, on est sur la défensive, mais ça doit permettre de poser la question d'une autre répartition des valeurs. Parce qu'au final, est-ce que 62 ans c'est suffisant? Est-ce que 62 ans c'est pas déjà injuste? Est-ce qu'il n'y en a pas qui se goinfrent pendant que d'autres triment? C'est intéressant. C'est le moment dans lequel nous sommes. Et la CGT, comme l'ensemble des organisations syndicales du pays, et à travers elles, l'ensemble des travailleurs et des travailleuses, sont mis au défi, d'être au niveau, d'être inventifs, d'être déterminés, d'être lucides sur ce qui nous revient de droit et sur ce que nous devons aller chercher. Alors, camarades, oui, nous ne devons plus rien lâcher. Mais non seulement on ne doit plus rien lâcher, mais on doit tout leur reprendre, camarades, parce que sans nous, ils ne sont rien. La limite, camarades, elle est... Il y a quand même une différence avec Martinez, et puis la meuf qui veut être à la place de Martinez, elle a l'air encore moins combative. Moi, je préfère que ce soit ce gars-là, quand même. Parce que même si, je sais pas si ses actes suivent ce qu'ils disent, quand on a un discours comme ça, déjà, on harangue les gens, et... on peut se faire déborder par sa base, c'est-à-dire que si la base est d'accord avec ce qu'il dit, même si lui, il était peut-être un petit peu plus léger dans ses intentions, il est obligé de suivre après. Donc on entame quelque chose qui est beaucoup plus intéressant quand même qu'un discours pseudo-politicard de... Voilà, on y va tranquille. Hein. Là où nous la mettrons, c'est pas ni au gouvernement, ni même à l'intersyndicale de décider où nous devrons nous arrêter. Et il ne s'agit pas encore une fois là de faire de la surenchère. Quelques chiffres, hein. Je suis un grand mathématicien économiste de Jean Moulin à Port-de-Bouc. 80 milliards d'euros de dividendes, 250 milliards d'aides publiques, 100 milliards d'évasion fiscale. Mais ça aussi, c'est super intéressant parce que quand on a des Zemmour qui arrivent et qui disent oui, la fraude sociale, les gars qui ont des cartes vitales en Algérie, je sais pas quoi et tout, ce qui est peut-être vrai en plus, ça arrive peut-être, ça arrive même sûrement. C'est pas du tout ces chiffres-là. C'est-à-dire qu'il y a un type qui est là pour prendre à des mecs pauvres qui essaient de gratter un petit peu là où ils peuvent de l'argent, ce qu'on peut comprendre au nom de la justice que les gars grattent pas, d'accord? Mais ça n'a rien à voir avec ces ordres-là, avec 80 milliards, avec 100 milliards, avec 250 milliards, mais c'est 500 fois supérieur. Et pour que ce soit quelques poignées de personnes, ces gens-là qui en profitent. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont juste avoir de l'argent fictivement, qui vont même pas le dépenser tellement ils ont d'argent, quoi. Enfin, c'est totalement dingue. Et à côté de ça, vous avez des enfants qui mangent pas à leur faim en France. Il y en a, je sais plus combien, mais si vous l'avez d'ailleurs dans le chat, n'hésitez pas, mais il y en a plein. Il y en a de plus en plus. Vous avez 300 000 SDF. Vous avez des gens qui meurent parce qu'on n'a plus assez
d'argent pour les héberger ou pour les soigner ou des choses comme ça, parce qu'on fait des coupes dans les budgets, quoi. Enfin, c'est honteux. Vous savez combien de retraites à 2000 € par mois on peut financer avec ça? Vous savez quelle impossibilité ça donne de porter le SMIC à 2000 €? Aucune. Des millions de retraités qu'on peut sortir de la misère. Ceux-là même sur qui ils crachent. Et nous serions, nous, les générations de travailleurs qui laisseraient cracher à la figure de nos anciens. Au nom de quoi? Et dans le même temps, nous devrions accepter qu'ils piétinent nos enfants, notre jeunesse, celle à qui ils disent vous n'aurez pas le droit à la retraite. Mais qui serions-nous, camarades? La clause grand-père, ils savent ce que c'est un grand-père, eux? Vous voulez qu'on leur parle de nos grands-pères? Ce qu'on a vu avec le dos cassé, ce qu'on a vu cracher des molars noirs comme le goudron. Ils le connaissent, eux, ça? C'est le cholestérol qui le mange à eux. Tellement ils se gavent de foie gras. C'est pas inintéressant aussi, alors même si c'est un peu sophistique, parce qu'aujourd'hui, on sait que les populations les plus précaires sont aussi les plus grosses et tout, mais on a dans les pays riches des problèmes enfin, c'est pas du tout les mêmes problèmes que les problèmes d'antan, et les problèmes, là, quand ils parlent des gens qui crachent des molars, les mineurs, les gens aussi qui ont été exposés à l'amiante et tout, enfin, qui étaient des problèmes vraiment de classe. C'est-à-dire, c'était pas le grand-père milliardaire ou millionnaire ou je sais pas quoi, ou bourgeois, qui crachait ces molars-là, quoi. Et eux, à l'époque, ils avaient ces problèmes de cholestérol. Alors aujourd'hui, c'est moins vrai, mais c'est vrai que c'est pas la même chose. Ils ont pas ce vécu-là, et c'est pour ça qu'aussi, ils se disent 62 ans, 64 ans, on est bien. Oui, 64 ans, on n'est pas si mal quand on vit, quand on a un métier de bureau, ou quand on est député, ou quand on est ministre. Quand on est dans le bâtiment, c'est pas pareil. Quand on est, même, je sais pas, quand on est prof, c'est pas pareil. Enfin, je veux dire, il y a des métiers qui sont plus durs que d'autres. Quand on est soignant, plein de choses comme ça, quoi. Tous ces gens, d'ailleurs, à qui Papacito crache un peu dessus parce qu'ils font de la grève. Ils veulent qu'on leur parle de nos grand-mères, hein, toutes fines, malades. Il nous faut gagner le respect, camarades. Le respect. Ici, il n'y a que des créateurs et des créatrices de richesse. L'inverse de Sandrine Rousseau, là, quand même. Alors, je sais pas pour ramener Sandrine Rousseau à toutes les sauces, mais Sandrine Rousseau, quand elle est là, oui, le droit à la paresse et tout, là, elle a posté une photo, je vais vous la mettre. Elle a posté une photo où elle montre, en gros, elle se montre à côté d'un truc, genre, faites la sieste pour détruire le capitalisme, ou je sais pas quoi. Putain, je suis un droitard, hein, j'ai invoqué Sandrine Rousseau sans aucune raison dans le débat. Remplacer le capitalisme par une bonne sieste. Alors elle fait ça pour troller, elle fait ça pour le bad buzz, comme d'hab, Sandrine, on la connaît. Mais là, c'est pas le même discours. Là, il montre que voilà, le prolétariat, bah, c'est lui qui crée la richesse. Et du coup, il est offensif, il dit gagnons le respect, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas des victimes. C'est des gens qui produisent la quasi-totalité de ce qui se passe sur la Terre et à qui on ne donne pas le droit de consommer ce qu'ils produisent. C'est complètement honteux. Et lui, il arrive avec un discours offensif. C'est nous les producteurs de valeur, il le rappelle, quoi. Respect. Ici, il n'y a que des créateurs et des créatrices de richesse. Sans nous, ils ne sont rien. Ils ne valent rien. Camarades, on va tout leur reprendre. Qu'on nous explique, bloquer le pays, c'est pas bien. Manifester, 2 minutes. Le 19 annoncé, un peu tard, on est en colère, tout ce qu'on veut. Les médias, qu'est-ce qu'ils disent? C'est pas bien de bloquer le pays. Travailleurs, ne vous mettez pas en grève. C'est pas bien de bloquer le pays. Il va y avoir des pénuries. 10 millions et quelques de pauvres. La pénurie, pour cela, c'est du 1er au 31. Par-delà ces 10 millions de pauvres, c'est les travailleurs pauvres. Cela, la pénurie totale, c'est du 9 au 31. Et nous craindrions les pénuries. Mais qu'il y ait des pénuries de tout, camarades. Ça, c'est la dialectique du maître et de l'esclave aussi. Il rappelle que le maître est l'esclave de son esclave, en fait, parce que c'est pas lui qui crée. Et que, au final, l'esclave, c'est pas vraiment celui qui a à perdre, parce que c'est pas lui qui consomme. Donc le maître, il a tout à perdre, et il dit va y avoir des pénuries, mais l'esclave, il s'en fout qu'il y ait des pénuries, c'était pas lui qui consommait de base. Et en plus de ça, c'est lui qui est capable de produire. Donc là, l'esclave se retrouve dans une situation de peur par rapport à... Le maître se retrouve dans une situation de peur par rapport à son esclave. Dans une situation où il lui devient soumis. Donc c'est très hegelien ce qu'il dit au final, très marxiste aussi. En Ukraine, ils fabriquent la moutarde, les fusées, les crayons, les voitures.
Est-ce qu'ils ne nous prendraient pas un peu pour des cons quand même? Nous craindrions, nous, les pénuries, mais la pénurie, elle nous est imposée par cela même que nous gavons. C'est le discours aussi de Kluskar quand il dit il n'y a pas de société de consommation, il y a une classe qui consomme et une classe qui produit. C'est-à-dire qu'il y a une classe qui produit plus qu'elle consomme et une classe qui consomme plus qu'elle produit. Et c'est pas parce que les pauvres ont un lave-vaisselle ou une voiture, ce que Kluskar d'ailleurs définit comme étant des biens d'équipement, pas des biens de consommation, parce qu'on ne consomme pas sa voiture. C'est pas parce qu'ils ont ça qu'ils en sont pas pour autant pauvres et qu'ils consomment, quoi. C'est un truc qu'il faut rappeler quand même, parce que des fois on nous dit t'es dans un pays riche, t'as un portable, t'as une voiture. Oui, mais en fait, ça c'est pas des biens de consommation particulièrement, c'est obligatoire en fait dans le monde dans lequel on vit. Il faut comprendre que les besoins ça s'historicise, c'est-à-dire que les besoins, il n'y a pas de besoin naturel, on va dire, pour l'homme. Il y a toujours des besoins historiques, socio-historiques par rapport à un certain stade du développement de la société, quoi. Aujourd'hui, le mec qui vit avec 1300 par mois, avec un enfant ou deux, il s'en sort pas et il consomme pas en fait. Il consomme pas, il consomme rien. Passé le 19, avec 8 millions et quelques de grévistes dans le pays, ils se sont dit on va arrêter de leur dire c'est pas bien de faire grève. Qu'est-ce qu'ils expliquent depuis? Travailleurs, rappelez-vous que vous êtes pauvres et remplis de crédits. Si vous faites trop de grève, vous allez être emmerdés. Mais ils croient qu'on ne le sait pas. Ils nous prennent pour des abrutis à ce point. Alors la solution, c'est quoi? Il a dit, Manu, c'est le 31, passer la barre des 10 millions de grévistes. Arracher des grévistes, des arrêts de travail partout. Pour aller au blocage de l'économie. Camarades, pour leur faire vivre un petit peu ce que nous vivons, nous, en permanence. Et quand je parle de bloquer l'économie, on n'est pas sur la thématique bloquer le pays. Le pays le bloque tout seul. Bloquer l'économie, ça nous amène à quoi? À faire que le patronat, et particulièrement le grand patronat, prenne son téléphone, appelle Macron et lui dise, frère, pour ce que tu veux nous faire gagner là, tu es en train de nous faire perdre le double, le triple, le quadruple. C'est ça qu'il nous faut gagner. Et pour ça, il n'y a pas ceux qui sont dans les grands secteurs et qui peuvent, et les autres qui les regarderaient et qui les soutiendraient. Les caisses de grève, camarades, il faut qu'on le concerne toutes les corporations. Et encore une fois, il ne s'agit pas de 24 heures conductibles ou rien. Chacun et chacune connaît exactement son activité. En 1 heure, 2 heures, non pas que le reste de la journée on ne fait rien, mais c'est moins structurant. En 1 heure, 2 heures, dans certains secteurs, on peut faire mal à la production. C'est intéressant aussi, c'est souvent les syndicalistes ils rappellent ça, c'est que c'est les travailleurs qui connaissent leur activité. Et même le mec qui est, je sais pas trop quoi, tout en haut, qui a l'impression d'être un super manager parce que c'est lui qui donne des ordres à tout le monde, en réalité, c'est pas lui qui fait tourner la boutique en général. Et donc, c'est les travailleurs qui ont le pouvoir sur comment est-ce qu'on fait, est-ce qu'on produit ou pas. Enfin, c'est vraiment eux qui le font, quoi. On va se le redire, hein, y compris pour les camarades du public. On recule l'ouverture d'un pli d'un marché public de 24 heures, 48 heures, 72 heures. C'est autant d'argent qui ne tombe pas dans l'escarcelle des grands groupes de la construction, des travaux publics. Et eux, 1 jour, 2 jours, 3 jours de rétention, nous on ne s'en rend plus compte, hein, parce que quand on pose un chèque le lundi, nous l'encaisse le jeudi, on vit avec le trou, et puis bon. Mais eux, 3 jours de moins, en centaines de millions, multipliés par X collectivités, ça pèse. Donc quand on est dans le public, quand on est fonctionnaire territorial, quand on fait grève, ça compte. Il n'y a pas... Est-ce que vous connaissez, vous, des employeurs ou des patrons, dans quelques secteurs d'activité, qui payent des gens parce que ça leur fait plaisir de les payer? Il n'y en a pas. Chacun... Ça rappelle aussi le discours sur la survaleur. C'est-à-dire que si vous êtes employé par un patron, c'est parce que vous produisez de la survaleur, c'est parce que vous produisez plus que ce qu'il vous donne, sinon il ne vous emploierait pas. C'est toujours un truc aussi qu'il faut rappeler, et ce qui montre d'ailleurs la douille, c'est-à-dire que ce que vous produisez, vous pouvez pas le consommer après parce qu'on vous donne moins, parce qu'il y a un mec qui a un droit de propriété. Et ce droit de propriété, on sait qu'en France, dans beaucoup de cas, il est quand même hérité.
Donc il y a toujours une retenue sur salaire par des gens qui sont un peu la nouvelle noblesse, c'est-à-dire qui sont une noblesse dans le travail. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir la noblesse et puis la féodalité dans la société civile et politique, maintenant on l'a plus, mais on l'a toujours dans le travail. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, parce qu'ils ont la propriété qui vient en plus souvent de leur sang, ils peuvent avoir plus et ils touchent une petite rente et puis voilà, ils touchent la dîme un peu. Quand il est au travail, il a une utilité, une vocation. Il crée de la richesse, il crée quelque chose. Donc je le redis, camarades, il n'y a pas ceux qui peuvent, parce qu'ils impacteraient l'économie, parce que par la lutte, par la syndicalisation, ils ont su créer un rapport de force suffisant, et ceux qui auraient vocation à les regarder, parce que chez eux, c'est pas possible. Là, camarades, chacun y prend sa part, à l'image du 1% de la cotisation. En fonction de ce qu'on gagne, ça ne fait pas pareil, mais l'investissement, c'est le même. Il faut partir. Le 1%, c'est le 1% qui donne aux syndicats de leur salaire. Là, il tient le discours un peu inverse d'ailleurs de celui, si vous avez vu la vidéo qui est sortie aujourd'hui là sur Frustration Magazine, c'est-à-dire il dit qu'il faut que tout le monde participe. Je suis pas forcément d'accord, c'est-à-dire que je pense qu'il faut que tout le monde participe, mais participer, c'est pas forcément faire grève au sens strict. Il faut trouver des moyens, je pense, de participation à la grève qui soit pas forcément toujours le même et qui soit le plus efficace possible. Ça peut être participer à des caisses de grève pour des gens qui font des jobs qui vont pas forcément paralyser la société, parce que ce qu'il dit c'est vrai. C'est-à-dire si vous êtes payé même pour faire un bout de job, c'est que vous rapportez. Mais c'est pas parce que vous rapportez que ce que vous faites, si on l'enlevait, ça paralyserait l'économie. Je veux dire, si vous faites un job qui est ultra précis dans un domaine un peu tertiaire, ça paralyse pas l'économie si vous le faites pas. Et donc si vous bossez et que vous participez à une caisse de grève, c'est aussi un moyen de participer. Donc il faut aussi arriver à avoir quelque chose qui est le plus ordonné possible. Et moi je trouve que l'idée qu'il y avait dans l'article de Frustration Magazine, c'était un peu... En gros, il y a des gens qui sont au front, qui sont les gens qui paralysent le plus l'économie pendant la grève, et il y a des gens qui sont à l'arrière du front, qui participent quand même, et qui participent en fait en amenant de l'argent en fait aux caisses de grève. C'est comme ça. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu, il y a la barre de dons qui est destinée aux caisses de grève. Donc si vous voulez donner, c'est le moment. On donnera ça aux caisses de grève, à une caisse de grève qu'on choisira. On verra ça ensemble. Voilà, donc du coup, je trouve que moi, je vois ça comme ça. Après, c'est vrai que c'est compliqué pour les gens de se dire je participe à la grève sans faire la grève. C'est-à-dire qu'il faut aussi qu'il y ait de l'engagement. Et la plupart des gens qui vont vous dire oui, donc en fait... moi je fais pas grève mais je soutiens quand même, en réalité c'est un soutien qui est un peu de loin, quoi. C'est pas vraiment une participation, donc il faut s'y tenir, il faut donner et puis voilà, quoi. J'aime bien comme il rappelle qu'il faut payer sa cotisation. Ouais, il doit avoir 3 mecs qui n'ont pas payé, donc il est là, hop 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 hop, les 1%. Un juriste en grève ça paralyse que dalle, par contre un juriste qui amène sa connaissance du droit aux travailleurs ça fait des syndicalistes. Ouais, mais c'est aussi ça. Ceux qui sont dans des secteurs, enfin ceux qui peuvent, tout le monde le peut, mais ceux qui sont dans des secteurs où il y a de la présence, parce que sinon ils peuvent créer aussi des sections syndicales, mais voilà, faut pas qu'ils hésitent à se syndiquer aussi. Même s'ils y croient pas surtout, voilà. Ça permet aussi d'avoir une formation, ça permet aussi de rencontrer d'autres gens qui sont combatifs, et puis voilà. De ce principe-là, et considérer que dès aujourd'hui, on doit partout réunir en priorité nos syndiqués, derrière réunir les salariés et leur faire décider des modalités d'action pour que chacune et chacun prenne sa part dans ce qui s'annonce, camarades, ayez-le bien en tête, comme une victoire historique du mouvement ouvrier sur un des gouvernements les plus réactionnaires que nous aurons eu dans le pays. Si chacun assume ses... Voilà, il assume les termes des gouvernements les plus réactionnaires, c'est-à-dire qu'il n'est pas là en mode oui, Macron, c'est un centriste libéral. Macron, il est devenu carrément réactionnaire. Macron en 2017, on pouvait se dire oui, ni droite ni gauche. Macron, il est droite aujourd'hui. Macron, il est conservateur, il est autoritaire, il n'y a aucune avancée sur les droits de l'individu. Non, Macron, c'est pas rien, donc il a raison de le rappeler aussi. Responsabilité. Nous sommes pas loin de les ruiner, camarades. Et derrière la question de la retraite à 64 ans, il nous faut imposer partout le débat sur la retraite à 60 ans, 55 ans pour les métiers pénibles. Un SMIC à 2000 €, ça a été dit. Il ne s'agit pas que de formules. Il s'agit de reprendre l'ensemble des richesses que nous créons pour répondre aux besoins des travailleurs et de leurs familles. C'est bien parce qu'il a un mot d'ordre clair, offensif mais clair, on comprend ce qu'il veut.
Il y a 3 points, retraite à 60 ans, SMIC à 2000 euros, et puis il rajoute pour répondre à nos besoins. Bah, c'est parfait, le mot d'ordre est clair. Camarades, on n'a jamais été si près d'y arriver. Que chacun le mesure. La part prise par les uns et les autres comptera à l'arrivée. Personne n'a la solution tout seul. Par contre, tous ensemble, et c'est là où le tous ensemble prend toute sa plénitude. Vous avez vu comme c'est l'inverse du discours des droitards. C'est pas « Ah bah je vais faire 10 000 pas, je vais travailler sur moi, je vais devenir le meilleur du game et tous vous écraser ». Personne ne trouvera la solution par lui-même. C'est quand même incroyable qu'il dise ça, et il est clair là-dessus. Personne ne trouvera la solution, ça passera par le collectif, par le tous ensemble. Nous avons les moyens de les faire reculer, d'imposer le progrès social et faire en sorte que ce qui se joue depuis des décennies dans le pays, à savoir le discrédit jeté sur les organisations syndicales, sur l'action collective, sur l'investissement individuel au service de toutes et de tous, que ça soit enfin inversé et que nos organisations redeviennent de véritables organisations qui permettent l'émancipation des travailleurs et des travailleuses et qui les mènent au progrès social. Camarades, je ne vais pas dire l'heure est grave, mais franchement la partie est belle à jouer. Ceux qui se tiendront en dehors de ce combat auront à s'expliquer devant l'histoire, mais avant tout devant leurs aînés et devant leurs enfants. En vrai, il est impressionnant. Hein. En discours, il est super bon. Il a pas de fiche et tout. C'est pas du Valérie Pécresse. Hein. C'est pas du Valérie Pécresse du tout. Hein. Vous êtes là-dedans et tout. Moi, ça me donne des émotions, quoi. Il dit, vous aurez à vous expliquer devant l'histoire. C'est-à-dire qu'il montre que c'est pas rien. Il montre que voilà, on est en train de jouer un moment comme on en parlera peut-être dans 10, 15, 20 ans, quoi. Et si ça se trouve, c'est le début de quelque chose aussi. Donc, le gars, il est clair. Nous faisons le choix. Nous faisons le choix d'aller jusqu'au bout. L'homme part jusqu'au boutisme, mais parce qu'il est nécessaire enfin de faire relever la tête à l'ensemble du monde du travail dans ce pays, parce que nous sommes conscients que les richesses existent, parce que nous sommes conscients que nous sommes les créateurs de richesses. Camarades, c'est plus qu'une question technique d'âge de départ à la retraite, c'est une question de choix de société. Leur capitalisme qui mène le monde à la faillite, qui mène la planète à la catastrophe, nous n'en voulons plus. Nous ne voulons plus de leur monde. Et si nous avons un choix à faire, c'est celui de la lutte, parce que c'est le seul qui nous mènera à la victoire. Alors camarades, le 31, que chacun et chacune soit là. J'ose pas le couper. Que chacun et chacune fasse le travail pour que les indécis, ceux qui doutent, ne doutent plus et aient la certitude que c'est par l'action qu'on va y arriver. Et après le 31, camarades, nous arracherons de l'intersyndicale comme fédéral un processus qui nous donnera la visibilité nécessaire pour mettre des millions et des millions de travailleurs et de travailleuses en grève pour bloquer le système et arracher nos revendications et le progrès social. Camarades, on va les ruiner. On va les ruiner. À bientôt et rendez-vous le 31. Demain matin, camarades, avant qu'on se quitte, Eric l'a dit. Putain, mais il est basé, le gars, il est basé de fou, c'est incroyable. C'est incroyable. Non, vraiment, il est très fort. Et non, mais si on avait ça à la place de Martinez, sincèrement, il faut que tous les gens qui peuvent, qui ont des possibilités dans le milieu syndical, dans le milieu militant, qui sont influenceurs sur Internet et tout, mettent en avant ce gars-là plutôt que l'autre meuf, là, possiblement à la succession de Martinez. Parce qu'il est beaucoup plus combatif, ça, c'est beaucoup plus intéressant. Déjà, il est bien meilleur, je pense, en discours, parce que ça m'étonnerait qu'il y ait quelqu'un qui soit meilleur que lui en discours à la CGT. Et en plus de ça, il pose des termes qui sont simples, il est offensif, il dit qu'il faut aller plus loin. Même on l'a vu tout à l'heure en débat il est bon. C'est-à-dire que les mecs ils commencent à lui faire pleurer, ils disent non mais vous croyez que vous allez me faire pleurer, il y a un mort par jour sur les chantiers. Putain, c'est vraiment du bon. Hein. Eric l'a dit, nous avons eu il y a quelques jours une action en direction de l'inspection du travail pour leur rappeler que dans ce département, un certain nombre de directions s'amusaient à mettre la pression sur les militantes et les militants de la CGT. Demain matin, toutes celles et tous ceux qui le peuvent, il nous faut être à la pique.
Putain, mais ça me fume hein, quand t'es patron. Et que t'as ce type-là qui te met la pression, ça doit être un peu la sueur quand même. Hein. De tri, comment on dit? À la pique à Vitrolles, à 9h30. À 9h30. Lundi prochain, même heure, à Rennes. Marseille Colbert. J'ai la faucille et le marteau dans la main en l'écoutant. C'est tellement ça. Encore une fois, c'est pas parce que nos camarades postiers ils sont beaux, gentils, hein, camarades. Si dans la période où nous avons la charge d'aller expliquer aux salariés qu'il faut qu'ils se mobilisent, nous ne pouvons pas nous permettre de laisser des nôtres se faire massacrer par le patronat sans qu'il y ait une réaction à la hauteur de la... J'ai brûlé les bourgeois qui habitent à côté de chez moi là. L'ensemble des organisations syndicales de ce département. Là aussi, camarades, c'est une condition du succès de tout ce que nous allons devoir accomplir dans les jours et les semaines à venir. Alors, camarades, rendez-vous demain. On le dit souvent, quand on touche à quelqu'un de la CGT, on touche à toute la CGT. C'est le moment qu'il le mesure. Là aussi, camarades, on ne laissera personne se faire ruiner. On va les crever, camarades. C'est trop maintenant. Il y en a assez. Rendez-vous demain à la pique. Et... Putain... Rendez-vous demain, camarades. S'il ne s'agit pas pour nous... Staline s'est réveillé en l'écoutant. Le mec, il a dit on va les crever. Non, mais c'est un délire. Hein. C'est un gros délire. Hein. Bon, alors, il y a peut-être un côté grande gueule, hein, je pense, avec le côté marseillais, mais c'est vraiment un délire. Hein. Ça fait du bien. Hein. Là, ça fait du bien. C'est autre chose qu'un discours de Pécresse. Hein. Putain, Guy l'a dit. Non mais voilà, Papacito ça aurait pu être ça. Papacito s'il avait été autre chose qu'un traître de classe et un espèce d'américanoïde là, ça aurait pu être ça. Non, il a préféré traduire sa famille et puis que ce soit comme ça quoi. Le Papacito de gauche. Non mais les mecs du sud quand même c'est un autre game hein. Gros syndicaliste viriliste qui fait trembler le Raptor et les retardés. Ah bah ouais, bah il tremble devant lui parce que ce gars là il les imposerait. Tu mets ce mec là au pays, je peux te dire que les retardés ils filent droit hein.